Sans jamais utiliser explicitement les mots panorama ou diorama, Zola introduit le lecteur à la suite de son personnage dans un formidable panorama des Halles. Devenu inspecteur à la marée, Florent occupera un petit bureau vitré au centre d'un des pavillons de Baltard, une étroite cabine d'où il découvrira les fines dentelles des Halles se découpant en noir sur les lueurs rouges du ciel, comme éclairées par transparence dans un authentique diorama. La lumière de 5 heures, la poussière volante des derniers rayons, entrait par toutes les baies, par toutes les raies des persiennes, écrit Zola. C'était comme un transparent lumineux et dépoli, où se dessinaient les arêtes minces des piliers, les courbes élégantes des charpentes, les figures géométriques des toitures. Il s'emplissait les yeux de cet immense épure lavé à l'encre de Chine sur un vélin phosphorescent. À chaque heure, les jeux de lumière changeaient ainsi les profils des Halles, depuis les bleuissements du matin et les ombres noires du midi, jusqu'à l'incendie du soleil couchant, s'éteignant dans la cendre grise du crépuscule. Cet immense épure lavé à l'encre de Chine sur un vélin phosphorescent, où alternent les effets de jour et les effets de nuit, évoque bien le diorama, l'écran privilégié du jeune exalté qu'est Florent et que fut le jeune Zola avant de se déprendre du romantisme. Comme les premiers panoramas, elle représente une ville étrange avec ses quartiers distincts, ses faubourgs, ses villages, ses promenades et ses routes, ses places et ses carrefours, mises tout entières sous un hangar un jour de pluie par quelque caprice gigantesque. Et le programme iconographique du Ventre de Paris suit au plus près les effets chromatiques et atmosphériques imaginés par Daguerre. Zola, qui a parcouru les Halles en tous sens et par tous les temps, un crayon à la main, brossera inlassablement le même tableau, le tableau des Halles, à la lumière changeante des heures et des saisons. Mais ce panorama des Halles est aussi un paradigme du naturalisme comme passion de la totalité. Tout voir, tout savoir, tout dire, tous les êtres, toutes les choses. Une œuvre qui serait l'arche immense, écrivait Zola dans la préface des Contaminons. En déployant ses élégants parapluies sur les 1001 marchandises arrivées des 4 coins de l'Europe, l'architecte Baltard a précisément construit l'arche immense dont rêvait le romancier. Une arche qui est la transparence du verre, une arche où l'on puisse feuilleter les planches d'une encyclopédie vivante, une formidable leçon d'histoire naturelle exposée à tous les regards. Les Halles, avec leur quadrillage rigoureux, sont en effet un modèle de clarté scientifique et encyclopédique. Leurs pavillons, leurs quartiers, leurs étals et leurs bancs déclinent la prose du monde selon la logique des classifications zoologiques et botaniques. À lire Le Ventre de Paris, on se croirait parfois plongé dans les pages d'un dictionnaire, égrénant une à une toutes les variétés de prunes, de pêches, de poissons, de volailles. La raison architecturale épouse ainsi les ramifications progressives du vivant, la classe, l'ordre, la famille, le genre, l'espèce, la variété. Mieux, elle réalise à elle seule le programme des expositions universelles qui ont scandé le XIXe siècle. Il suffit de lire l'inventaire du marché aux poissons pour comprendre que les palais de cristal de Baltard n'abritent pas seulement des denrées alimentaires, mais aussi, métaphoriquement, la flore et la faune exotiques, l'artisanat d'art et les chefs-d'œuvre de la haute couture qu'on venait admirer dans ces grandes foires internationales. Chauves-souris, crapauds, étranges floraisons, sacs de cuir, bronze florentin, idoles chinoises, argent guilloché, opale, nacre, or, bijouterie fine, pièces d'argenterie, robes lamées, boutons de jet, émaux cloisonnés. Voilà quelques-unes des images qui projettent le lecteur de Zola dans les allées d'une exposition imaginaire. Le pavillon de la Marée se transforme ainsi en une immense vitrine de ces civilisations inconnues, révélées aux Parisiens en 1855 et plus encore pour Zola en 1867. C'étaient comme les écrins vidés à terre de quelques filles des eaux, des parures inouïes et bizarres, un ruissellement, un entassement de colliers, de bracelets monstrueux, de broches gigantesques, de bijoux barbares, dont l'usage échappait. Zola, on le voit,
aime passionnément l'architecture des Halles. Il n'ignore pas pour autant que Baltard est intimement lié au régime de Napoléon III et que ces parapluies translucides participent aussi de la volonté impériale de surveiller et punir. Comme l'écrit Maxime Ducamp, les Halles sont devenues un lieu de transaction sévèrement surveillé. En modifiant ce quartier, on l'a moralisé. Le lacis inextricable de la voirie médiévale, où Florent pensait pouvoir se cacher, n'est plus qu'un vague souvenir. Il n'en reste guère que quelques tronçons, où polissonnent Marjolin et Cadine, deux sauvageons hugoliens égarés dans le Paris moderne. Les rues de la poterie et de la lingerie, avec leurs maisons ventrues, les rues de la ferronnerie et de l'aiguillerie, la rue Courtalon, une ruelle noire, sordide, trouée d'allées puantes, au fond desquelles ils avaient polissonné, étant plus jeunes. Au-delà de la rue Saint-Denis, ils hantent encore de leurs jeux et de leurs maraudes l'autre pâté de masures branlantes, où la toponymie, avec les rues Pirouette, de Mondétour, de la petite truanderie, de la grande truanderie, résonne du souvenir de la cour des miracles. Mais tout le carnaval de l'ancien marché des Innocents se trouvait enterré à cette heure, écrit Zola. Le marché des Innocents, établi en 1796 à l'emplacement du cimetière des Innocents, était le symbole même des confusions du vieux Paris. Les vivants y côtoyaient les morts, les commerces s'abritaient sous les voûtes des charniers où l'on avait entassé les eaux retirées des fosses communes. Repère des classes dangereuses, il attirait tous les hors-la-loi et raisonnait de l'engueulade continue du catéchisme poissard. Les ingénieurs de Napoléon III ont assaini ce cloaque. Jusque dans leurs resserres, avec leurs ruelles régulières coupées à angle droit, les Halles de Baltard reproduisent le maillage implacable de la ville haussmannienne, faite non seulement pour apporter de l'air et de la lumière, mais aussi pour conjurer le risque des insurrections populaires. La rigueur de leur quadrillage dessine un espace parfaitement lisible, un modèle de transparence policière. Elles sont saturées de regards. À peine arrivés, Florent y croise des sergents de ville flairant leur gibier, pauvres diables, rôdeurs ou vagabonds, vendeurs à la sauvette, suspects qui pourraient troubler la fête impériale. Les Halles de Baltard sont donc en elles-mêmes un gigantesque panoptique, au sens où l'entendait Bentham, un dispositif de visibilité intégrale mis au service d'un pouvoir essentiellement répressif. Du miroir de la charcuterie au parapluie translucide de Baltard, du théâtre d'ombre au panorama, tous les dispositifs optiques du ventre de Paris se rejoignent ainsi dans le modèle du panoptique, dont participe tout à la fois pour le meilleur le projet encyclopédique d'Émile Zola et pour le pire le projet politique de Napoléon III.